Salut camarades! Comme promis, avant d'avancer sur la croisade, j'aimerais revenir rapidement sur le contexte avant celle-ci. Alors oui, je sais, merci Jean-Michel, sans déconner, j'ai déjà fait de vidéos là-dessus. Mais il se trouve qu'en avançant dans l'écriture, je me suis rendu compte qu'il y a certains points que je n'ai pas évoqués, qui sont à la fois très utiles pour comprendre la réussite des croisés, les réactions des locaux, la géopolitique en place, tout ça, et vous savez quelle importance j'accorde au fait de ne pas me concentrer uniquement sur les croisés, mais qui sont aussi à la fois pas assez majeurs et souvent même pas assez sourcés pour que je leur dédie une flopée de petites vidéos à part entière. Du coup, et puisque c'est l'été, ce qui explique un peu cette espèce de sudation immonde qui fait qu'on a l'impression que je suis en manque d'héros, rassurez-vous, je suis en pleine santé, j'ai décidé de faire deux petites vidéos bonus. La première, celle-ci, sur la Syrie-Palestine avant l'invasion seldjoukide, et une autre pendant et après. Mais rassurez-vous, elles ne sont pas du tout indispensables. Vous pouvez voir les autres sans avoir vu celle-ci. Mais pour les plus curieux d'entre vous, un petit conseil, revoyez ces deux-là, les liens sont dans la description, et revenez ensuite. Et accrochez-vous. Parce qu'il va y avoir beaucoup d'infos, mais genre beaucoup. On a déjà causé pré-croisade, même si certains historiens ne kiffent pas trop le terme. Ce sont en gros des expéditions menées surtout au Xe siècle par l'Empire byzantin pour reconquérir des territoires perdus face aux Arabes pendant les 3 derniers siècles, essentiellement en Syrie, en Palestine et sur l'Euphrate. Et puisqu'entre-temps le monde arabe s'était pas mal divisé, ça s'est fait tout seul. Grosse revanche byzantine. Nous avons réussi et eux ils sont ratés. Par exemple, leurs ennemis les plus proches, les Arabes Hamdanides, avaient profité du déclin du califat abbasside sunnite pour se tailler un énorme territoire réunissant les émirats d'Alep et de Mossoul. Ce sont donc logiquement eux, ces fameux Hamdanides, qui sont les premiers à morfler face aux Byzantins. Certaines de leurs villes, comme Alep, deviennent vassales, d'autres, comme Mossoul, payent un tribut, tandis que d'autres redeviennent mais carrément byzantines, comme par exemple Antioche, reprise en 969, et que les Byzantins vont refortifier mais du mieux possible, la rendant quasi imprenable. Quasi. Mais tandis que les Byzantins bottent des culs au nord de la Syrie, au sud, de nouveaux venus, les Fatimides chiites, récupèrent les terres des Turcs Ikhchidites, qui s'étaient taillés un royaume en Égypte et en Palestine. Et du coup, comme je l'ai déjà dit, très logiquement, les nouveaux voisins Fatimides et Byzantins se mettent sur la gueule, les premiers désirant étendre leur califat vers le nord, vers la Syrie, et les seconds cherchant à récupérer l'Égypte et la Palestine. Mais ils ont quand même vite fini par comprendre que le plus gros danger possible pour eux deux viendrait plutôt de l'Est, à savoir soit des Abbassides, soit des aventuriers turcs au pif. Et du coup, ils se mettent d'accord sur une frontière plus ou moins au milieu de la Syrie, et ils deviennent potes. Même super potes. Et si on faisait l'amour tout nu? Non, peut-être pas aussi potes. Bref. Je vous ai ensuite raconté comment c'est en effet depuis l'Est que les Turcs seldjoukides sont descendus des steppes pour rafler tout ça. Mais j'ai omis quelques détails qui peuvent être utiles pour la suite. Par exemple, avant leur arrivée, la puissance byzantine se casse déjà la gueule, et si les Fatimides en profitent pour grappiller du terrain dans le nord de la Syrie, ce qui d'ailleurs n'emmerde pas plus que ça les Byzantins, bizarrement, ils se sont vite fait chasser à coups de pompe dans le derche par une nouvelle famille arabe, les Mirdasides d'Alep, dont on reparle aussi un peu dans l'autre vidéo. J'avais pas non plus parlé d'Édesse. Pas reconquise pendant les pré-croisades, elle est aux mains de ces fameux Mirdasides quand le byzantin Maniakès s'en empare par la ruse en 1031. Ça peut totalement vous paraître accessoire, mais c'est là-dessus que Byzance fonde sa légitimité à vouloir plus tard récupérer le comté d'Édesse, fondé par Baudouin de Boulogne. Qui dira qu'il a rien volé, qu'on lui a donné. Enfin, faut pas non plus trop prendre les Byzantins pour des cons. Je n'ai rien pris. Si. Ensuite, puisque la puissance byzantine se casse la gueule et que déjà les Turcs font des raids à travers l'Arménie et l'Asie mineure, l'empereur byzantin Basile II juge bon d'annexer les royaumes arméniens, véritable porte d'entrée de l'Asie mineure, pour mieux se défendre. Alors militairement ça se tient, parfaitement. Politiquement, beaucoup moins. Les Arméniens avaient déjà beaucoup de mal à supporter les Byzantins, mais alors là ça s'arrange pas. Et en plus, il s'est avéré que ça a servi à que dalle. Mais surtout du coup, entre ça et la menace turque, la moitié de l'Arménie s'est taillée pour se réfugier en Cappadoce, puis ensuite en Cilicie, en Syrie du Nord et sur le Moyen-Euphrate. Et les Turcs, ayant mis un sacré bordel partout, et ayant isolé les derniers bastions de la Syrie byzantine du reste de l'Empire, il y a quelque chose à jouer pour ces Arméniens sans terre qui sont les seuls chrétiens dans la région à encore savoir tenir une arme. Et parmi eux s'en trouve un dont j'ai déjà parlé.
Varam, ou de son nom grec, Philarétos Brachamios. Brachamios. Ancien officier de Romain Diogène, celui à qui on a gentiment arraché les lieux après Manzikert en 1071, Philarétos tient solidement Marash et ses alentours, et il fait des seigneurs arméniens de Cilicie ses vassaux. Ensuite, il se déclare carrément indépendant de l'Empire byzantin, il reprend Mélitène aux Turcs, ensuite ses vassaux reprennent Édesse aux Byzantins, il la lui refile, il l'occupe en 1083, et le meilleur coup de sa carrière, c'est que le dernier gouverneur byzantin d'Antioche meurt assassiné. Du coup, la noblesse du coin, elle balise, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle refile la ville à l'énergique chef de guerre arménien, en 1078. Ouais, il se démerde super bien quand même. Face à ça, l'empereur Nicéphore Botaniates est assez malin pour comprendre qu'au lieu de péter la gueule de cet aventurier qui le dépouille sans scrupule, ce qu'il n'a d'ailleurs absolument pas les moyens de faire, eh ben il vaut mieux chercher à s'en faire un allié. Un solide bastion chrétien dans la région, c'est non négligeable. Philarétos, lui, a l'intelligence de le reconnaître comme suzerain, histoire d'avoir plus de légitimité. Sachant qu'au pire des cas, Constantinople est trop loin pour venir l'emmerder. Hein. Ah puis au cas où, il s'est aussi fait légitimer par les Ochaélites de Mossoul, et par les Myrdacites d'Alep. Ah mais on dit même qu'il a essayé de se faire reconnaître par les Seldjoukides. Après tout... On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Mais justement, si jusqu'ici les Seldjoukides se concentraient sur l'Asie mineure, bah ils commencent à trouver ça sympatoche aussi, la Syrie et la Palestine. Du coup, en 1084, Suleiman ibn Kutulmish, fondateur du sultanat turc de Roum, cousin du grand sultan Malik Shah, rapplique pour assiéger Antioche. Mais comme je l'ai déjà dit, les fortifications elles sont balèzes, donc s'il réussit à s'en emparer en février 1085, c'est uniquement grâce à la trahison du fils de Philarétos. Il a pas dû être content, Philarétos. C'est le pitié. Avec la chute d'Antioche, l'État arménien explose. Mais certains morceaux se maintiennent, comme Gabriel à Mélitène, Tatoul à Marash et Tauros à Édesse, après une brève occupation turque. Et ces lieutenants de Philarétos sont, comme leur ancien capitaine, assez malins pour comprendre qu'il vaut mieux reconnaître les Turcs comme leurs maîtres, histoire de pas attirer l'attention, de survivre, tout simplement, et surtout de rester relativement indépendants. Beaucoup plus qu'ils ne pourraient l'être si jamais les Byzantins revenaient. C'en est donc fini de l'équilibre byzantino-fatimide et de l'éphémère principauté arménienne. Et ce double échec va en partie motiver l'appel à l'aide vers l'Occident. Mais attention, l'appel viendra plutôt de Byzance, qui a peur de finir submergée, plutôt que des chrétientés locales. Celle-ci préfère largement les Turcs, parce que, une fois la conquête passée, il les laisse plutôt pépouses. Mieux, il les protège. Alors à côté de ça, il y a encore quelques cités qui sont tenues par des familles arabes indépendantes, comme par exemple la Tripoli des Banu Ammar, mais sinon, le rouleau compresseur seldjoukide est passé partout, en Syrie et en Palestine. Malheureusement, si ça ne gêne pas toujours les chrétiens, c'est pas pareil du côté musulman. La conquête s'étant faite de manière ni homogène ni stable, ça n'a fait que morceler encore plus le monde musulman, ce qui va largement faciliter la réussite des croisés. On se retrouve dans l'autre vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous a plu, même s'il est plus petite. J'espère que celle qui va avec vous plaira aussi. Un grand merci à vous tous qui participez dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, à mettre des pouces, des machins, des trucs. Vous êtes les meilleurs, donc continuez, je vous aime tous. Un grand, encore plus grand merci sans doute aux tipeurs, parce que vous mettez vraiment de l'argent dedans, donc c'est vraiment très gentil à vous, et je vous remercie beaucoup. Si jamais l'envie vous en vient aussi, vous pouvez me laisser 1 euro, ou plus, ou moins, tout ce que vous voulez sur le site Tipeee, le lien est dans la description. Les bibliographies sont dans la description, tout est dans la description. À partir de la rentrée, je n'ai pas envie de rester bloqué dans Pirate Croisade, Pirate Croisade, Pirate Croisade. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aussi lancer des vidéos un peu plus isolées, comme ce que je faisais au début. Sur ce donc, bonne fin de journée, j'espère que ça vous a plu et passez une bonne fin d'été.